Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Bloch-Dano, qui est, entre autres, l'auteur d'une jeunesse de Marcel Proust. Voilà, cette fois-ci, j'ai pris le livre avec moi. Et d'une vingtaine d'autres livres, ou plus, je ne sais pas, il y a des ouvrages personnels, d'autres collectifs. En tout cas, plus d'une dizaine de biographies, ça c'est sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Madame Zola, Madame Proust, une jeunesse de Marcel Proust, Flora Tristan, enfin bon, voilà, beaucoup. Et puis des récits personnels aussi, plus personnels, comme Porte de Champéret sur l'histoire de ma famille, et puis aussi la biographe, voilà. Je vous remercie de nous rappeler tout cela. Porte de Champéret, c'était sur l'histoire de votre famille, mais c'est aussi l'histoire d'un deuil, n'est-ce pas? Oui, enfin, je ne sais pas ce que... Oui, enfin, c'était quelque chose qui revenait beaucoup sur l'histoire de ma mère, sur l'histoire de ma famille maternelle. Et sur... alors, elle était encore... je pense que vous faites allusion à ma mère. Elle était encore vivante au moment de Porte de Champéret, mais disons qu'elle était déjà, en effet, extrêmement atteinte, on va dire, par la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un livre sur la mémoire aussi. Une mémoire qui disparaît et la mienne qui essaye de prendre le relais, comme du reste beaucoup d'entre nous, j'imagine. Oui, absolument, mais tout le monde n'en fait pas un livre. Non, tout le monde n'en fait pas un livre, c'est vrai. Encore. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des livres et qu'on a du plaisir à les lire, puisque ça met des mots sur des ressentis, des pensées, etc., que chacun... Oui, c'est vrai. C'est très humain, vous mettez des mots sur une humanité, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai, c'était surtout ce livre qui me touchait de près, parce que, étrangement, juste j'en dis un mot, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Il se trouve qu'avec cette maladie, où bon, tout le monde le sait, on perd une partie de la mémoire, en tout cas immédiate. Ma mère a commencé à parler de choses dont elle n'avait jamais parlé, à savoir la déportation en particulier, enfin, non seulement d'une grande partie de sa famille paternelle, mais aussi en particulier d'une jeune cousine à elle, qui avait 13 ans, et qu'elle a commencé à confondre avec moi, c'est-à-dire à me donner son nom. Et donc, c'est comme ça que sont remontées, si vous voulez, certaines choses. Donc, c'est un livre qui me tient évidemment très à cœur. Et effectivement, c'est tout à fait, on comprend bien. Donc là, on va tout à fait changer d'univers, mais on va quand même cette fois-ci un peu parler de vous. Mais alors, déjà, votre dernier livre, donc c'est celui-ci, voilà, je le montre, L'âme sœur, qui est donc une biographie et un roman sur Nathalie Bauer-Lechner et Gustave Mahler. Donc, rapidement, Nathalie Bauer-Lechner était la grande amie, a été une amie très très proche de Gustave Mahler, le célèbre musicien. Et donc pour vous, c'est l'occasion, à travers cette amitié et à travers donc la biographie de cette Nathalie Bauer je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissaient avant que vous commenciez. Très peu de gens, très peu de gens. Vous commenciez à vous y intéresser, mais qui en l'occurrence a un parcours vraiment intéressant, et puis qui a surtout, par elle-même, sa personnalité est très intéressante, et puis le rôle qu'elle a eu, c'est auprès de Gustave Mahler, évidemment, et c'est l'occasion de parler de Vienne à la fin de cette époque qui fait encore aujourd'hui rêver ou fantasmer peut-être ce qu'a été la Vienne dans l'Empire austro-hongrois à la fin du 19e siècle et début 20e, qui est donc l'époque de Stefan Zweig, d'Arthur Schnitzler, de Hugo von Hofmannsthal, etc. Et c'est l'occasion aussi de replonger en fait dans cette ambiance, et pour cela vous êtes allé d'ailleurs sur place.
Je dis aussi une petite chose, parce que Evelyne Bloch-Dano est donc une écrivaine qui habite à Paris et elle a des origines. Elle s'appelle Bloch, d'abord, comme moi, à l'origine, puisque on est On quand est même. nombreux, hein, s'appelait Bloch. Ben oui, surtout, oui, mais tous les Oui, oui. blocs, en général, à peu près de la même région, c'est-à-dire ici. Et, Oui. et là, comme vous êtes dans le cadre du consistoire israélite du Bas-Rhin, je voudrais en profiter pour dire qu'en fait, vous êtes originaire d'un très, très, très joli village, pas loin de Strasbourg. Oui, toute ma famille paternelle, depuis vraiment, je crois, des temps très lointains, est originaire de Rosheim et donc sont enterrés au cimetière de Rosenwiller. Et mon grand-père était également président de la communauté, je ne sais pas si à l'époque on disait juive ou israélite, de Rosheim, de la communauté de Rosheim. Comment s'appelait votre grand-père? C'était mon grand-père paternel, oui, Oui, Samuel Bloch-Wyss, il s'appelait. Bloch, et plus loin, Bloch, Fils. trait d'union. Alors, assez curieusement, il avait accolé aussi le nom de son épouse. Ah, Probablement pour des raisons, je pense, comment je dirais, commerciales, c'est-à-dire que je pense que leur commerce était aux deux noms. Et donc, lui, il s'appelait Samuel Bloch, mais ma grand-mère paternelle donc, était originaire de Suisse et elle s'appelait Wyss, W-Y-2-S, et ah, d'une ville qui s'appelle Baden près de Zurich, qui était une ville du reste où il y avait d'assez nombreux juifs. Donc ils ont toujours, enfin ils ont vécu à Rosheim jusqu'à la guerre. Et puis au moment de la guerre, comme comme une grande partie de la population d'Alsace, ils ont été évacués, si on peut dire, à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, mais en tout cas, on est revenu très souvent en général pour l'anniversaire de mon père, on revenait à Rostheim, on allait à Handlung, enfin bon, toute la région qui m'est assez familière finalement. Et ça fait plaisir à entendre. oui, 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 non, et moi ça me fait ça me touche évidemment particulièrement d'être aujourd'hui avec vous dans ce cadre-là, bien sûr. Oui, Ouais, oui. surtout que je pense, Michel Roté, vous êtes encore avec nous. Donc, vous avez le représentant du site internet du judaïsme d'Alsace et de Ah, Lorraine, d'accord, euh, d'accord, qui très habite en bien. Israël, se connecte tous les lundis, enfin, qui est là dit tout à l'heure. Et Ah voilà. oui, Et, il fait ce site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine fait un travail incroyable, enfin malgré lui, hein, c'est le propre du réseau social, parce qu'il fédère en fait d'abord toutes les personnes amoureuses du judaïsme d'Alsace et de Lorraine et souvent d'origine en fait. Hein. oui. Et, Là, je suis là, je suis là. ah ben voilà. Oui, et puis Voilà. la Lorraine, pour moi, c'est également très proche parce que mes grands-parents maternels qui étaient allemands, qui étaient de Gerolstein, en 35 ou 36 même, sont venus enfin, du côté français et ils y ont habité jusqu'à la fin à Bouzonville. À Bougeant. Voilà. Comment alors? Aussi, donc, les deux côtés. Vous voyez, moi, je suis Alsace-Lorraine, finalement, d'une certaine manière. Oui, parfait. Donc, je vais aller sur votre site. Mais Ah avec oui, grand plaisir. Sur Vous- votre site, et je regrette de ne pas avoir connu ce site. Enfin, je ne sais pas s'il existait quand j'ai écrit Madame Proust, puisque. Oh, il existe depuis 23 ans. Oui, d'accord. Parce que la famille, non pas Proust, mais Veil, vous le savez, était également de cette région. Et quand j'ai fait mes recherches aux archives départementales, j'ai trouvé beaucoup de sources dans ce cadre, puisqu'on peut remonter jusqu'au XVIIIe siècle dans cette famille Veil. Voilà, donc c'était très, très intéressant. Ils étaient originaires de Niderney. Voilà, que je ne connaissais pas. En fait, je connaissais Obernai, mais Aubert, pas Niderney. c'est comme Oberscheffolsheim et Oui, Niederscheffolsheim. voilà, mais c'est tout près.
Donc, on reste vraiment dans la même zone, vous voyez. Voilà. Mais c'était hasard, je ne le savais pas du tout. Je Oui. l'ignorais complètement. Bien, alors on va quitter du moins temporairement l'Alsace pour parler de l'Autriche, que vous connaissez également très bien. Alors, on va en revenir en fait vraiment au sujet, hein. On va venir maintenant au sujet de Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler. Qui était Nathalie Bauer? Comment est-ce que vous l'avez découverte? Est-ce que c'est par le biais de la musique, puisque Nathalie Bauer est également musicienne? Et comment est-ce que vous l'avez découverte et puis surtout, qui était-elle? Voilà. Alors, vous avez très bien résumé. C'est une musicienne. Elle a étudié le violon et le piano au Conservatoire de Vienne. Elle est issue de la bourgeoisie viennoise, on pourrait dire. Son père était possédait la plus grande librairie universitaire de Vienne, et il a été éditeur également. Donc voilà, pour vous, un milieu cultivé, artistique, enfin, passionné d'art en tout cas. Alors moi, je ne l'ai pas du tout découvert par sa musique à elle, mais par l'intermédiaire de Gustav Mahler. Alors l'origine de ce livre est un peu étrange pour moi. Ce sont des amies musiciennes françaises qui exercent leur talent dans un trio qui s'appelle le Trio Sand, et qui m'ont demandé de collaborer à un livre, d'abord un livret qui concernait Gustav Mahler, le livret d'un CD qui est du reste paru, qui s'appelle Malheur intime. Et donc, je me suis renseignée, puisqu'elle me demandait un peu de faire la présentation biographique. Et j'avoue que je connaissais la musique de Gustav Mahler, mais pas du tout sa vie. Et quand j'ai commencé à me pencher sur sa vie, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, je suis d'abord partie sur cette piste simplement de Gustav Mahler. Et c'est ensuite que j'ai fait la rencontre, si on peut dire, de Nathalie Bauer-Lechner, qui a pendant 10 ans était une amie extrêmement proche, presque une compagne, on pourrait dire, avec qui il passait toutes ses vacances, et qui était elle-même musicienne. Et j'avoue que à ce moment-là, je n'ai pas abandonné Mahler, mais j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant pour moi de m'intéresser cette fois plus particulièrement à Nathalie, mais dans sa relation aussi avec Gustav Mahler, les deux. Oui. Et voilà comment c'est né. Donc, si vous voulez, c'est en cours de route, au fond, que j'ai découvert Nathalie Bauer-Lechner, qui était connue uniquement vraiment des spécialistes de Gustav Mahler, parce qu'elle a écrit, et on en reparlera, je pense, elle a écrit une sorte de journal, des souvenirs. En français, c'est publié, enfin une partie est publiée sous le titre de Souvenirs de Gustav Mahler, mais ça s'apparentait plus à une forme de journal, c'est-à-dire qu'elle lui posait des questions, et elle l'interrogeait, et elle écoutait les réponses. On en reparlera peut-être. Alors, dans votre livre, si je ne m'abuse, vous ne dites pas qu'elle était une muse. Je veux dire qu'elle a été… Est-ce qu'elle n'a pas non plus été une disciple, ou peut-être… Bon, elle l'admirait profondément, hein. Tout commence par une sorte de coup de foudre, en tous les cas amical, comme ça, et d'admiration surtout. Oui, alors pourquoi je n'ai pas dit qu'elle était une muse? Parce que dans l'idée, en tout cas la notion d'une muse, on a une inspiratrice. Et quelqu'un qui, au fond, est presque un peu la muse, elle est presque un peu à distance, si vous voulez, de l'artiste, et elle l'inspire. Et c'est pas du tout ça, la relation entre Gustav Mahler et Nathalie. Elle ne l'a pas inspirée littéralement. Elle a participé, si vous voulez, d'une certaine manière à ses créations, parce qu'elle était présente, parce qu'elle l'interrogeait sur sa façon de composer, sur l'orchestre, sur la musique en général, sur ce qu'il aimait, et donc, en tant que musicienne, elle avait évidemment
une écoute et un dialogue avec lui qui était extrêmement précieux pour Gustav Mahler. J'ajouterais que, donc vous dites disciple, oui, elle se décrit de manière assez amusante comme une sorte de plante grimpante. Elle dit que son but, depuis qu'elle était toute jeune, c'était de pouvoir, au fond, rendre hommage à des gens dont elle estimait qu'ils avaient un bien plus grand talent qu'elle. Et donc, elle considère que cette position, vous voyez, qui est assez modeste finalement quand on y réfléchit, voilà, c'est vraiment la sienne et elle estime que c'est essentiel qu'auprès des gens, disons, de très grand talent, voire de génie, il y ait des témoins, au fond, des témoins de leur vie. Donc, on est plus proche du disciple, sauf qu'elle n'a pas, à ma connaissance, elle n'a pas composé elle-même. Elle est violoniste de formation. Elle va surtout exercer la profession d'altiste. Elle va jouer de l'alto au sein d'un quatuor durant plus de 20 ans, un quatuor féminin qui avait une très très grande réputation. Donc pour revenir à la relation, si vous voulez, elle dit quelque part, elle fait un parallèle avec la plante grimpante et l'arbre. Donc elle dit l'arbre a à la fois des racines, des branches, etc. Mais il peut y avoir une plante grimpante et elle se compare un peu à ça, ce qui est assez un peu surprenant comme comparaison, mais c'est en tout cas celle qu'elle donne. Voilà, donc oui, disciple parce qu'elle a une admiration, malgré tout, je dirais sans borne pour Gustave Mahler, pour sa musique et ses talents de compositeur. Parce qu'elle n'hésite pas parfois à se moquer un peu de lui, etc. Parce que Mahler n'était quand même pas un homme très facile. Il avait un caractère disons, assez lunatique, parfois très autoritaire. Il piquait des colères terribles, il était extrêmement exigeant. Et alors elle a une sorte de patience qui fait sans doute qu'elle a pu remplir ce rôle à ses côtés. C'est cette patience, parce que je pense qu'elle accepte finalement de lui des choses que des gens qui étaient moins proches ou peut-être moins amoureux, parce qu'elle a aimé aussi Mahler, n'étaient pas prêts à lui passer. Donc voilà, c'est un petit Mais peu... alors, comment s'est formée leur amitié? Je veux dire, en quoi est-ce que Mahler avait besoin d'elle? Il faut peut-être que vous nous parliez aussi un peu de Gustave Mahler. Oui, alors je vous ai dit un peu l'origine de Nathalie et on peut dire qu'avec Gustave Mahler, on est dans un registre complètement Tout à différent. fait différent. Je me permets de préciser, Je vous en elle prie. fait partie de la bourgeoisie catholique éclairée. Oui, Euh, c'est ça, c'est hein, ça. tout juive. Euh, euh, et Gustave Mahler, enfin, je pense que peut-être un certain nombre tout le d'entre monde le sait. Gustave, est lui, enfin, originaire, enfin, d'une famille juive. Alors, il est né en Bohème, mais il a grandi dans une ville qui était une ville allemande, dans la partie allemande de la Moravie, donc de langue allemande, et qu'on appelait à l'époque Iglau et qui s'appelle aujourd'hui en République tchèque Jihlava. Et il grandit donc dans cette famille. Son père est à l'origine a fait 1000 métiers, comme souvent c'était le cas, mais finit par tenir une sorte, ce qu'on appelait un cabaret, c'est-à-dire non pas un endroit où on dansait, mais où on buvait. Il fabrique aussi, il a le droit de distiller, comme c'était une sorte de privilège, si vous voulez, dans ces régions qui étaient accordées aux Juifs. Et il va petit à petit un peu améliorer même beaucoup son niveau de vie. C'est un couple, le père et la mère de Mahler sont très mal assortis, c'est un mariage arrangé comme souvent, et la mère est assez maltraitée par cet homme, par son mari, et elle va avoir 14 enfants.
il faut savoir que sur ces 14 enfants, 8 vont mourir en bas âge. Et déjà, un enfant plus âgé que Gustave Mahler, mais de très peu. Et donc, il est l'aîné, si vous voulez, de toute cette famille. Et il va voir ses enfants, ses frères et sœurs mourir, même à un moment absolument affreux, puisque 2 enfants meurent d'âge différent, meurent le même jour durant un hiver, un mois de décembre, probablement d'une épidémie. Alors voilà le milieu d'origine de Gustav Mahler, mais à ses dons d'abord de pianiste, d'enfant qui joue du piano. Il va commencer très jeune, initié par ses grands-parents, enfin, il va trouver un piano chez ses grands-parents maternels. Il apprend très jeune et ça devient à la fois une passion et un talent si manifeste qu'à 15 ans, eh bien, il entre au conservatoire de Vienne. C'est le même conservatoire dont Nathalie Bauer-Lechner, qui avait 2 ans de plus, donc plus tôt avait suivi les cours. Voilà, alors ils se rencontrent une première fois, je ne sais pas si on peut parler de rencontre véritablement, mais il se trouve que Nathalie assiste à un concours de fin d'année de composition au conservatoire et elle voit ce garçon de 16 ans qui vient voilà, jouer, doit jouer une symphonie. Et le directeur du conservatoire, fou furieux parce qu'il a fait des tâches et que son travail n'est pas très soigneux, refuse de faire jouer sa symphonie et l'humilie publiquement. Elle assiste à cette scène et dès ce moment, et c'est elle qui le raconte, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance parce que c'est quelqu'un de très franc et d'honnête, elle a la certitude que ce garçon qui est tout jeune encore, a un talent exceptionnel. Et elle ne le reverra que quelques années plus tard, et ils se perdent de vue. Elle est mariée, on l'a mariée à l'âge de 17 ans, et elle a sa vie et lui la sienne d'étudiant au conservatoire, puis d'étudiant aussi à l'université. Voilà, donc pour leur première rencontre, c'est une très belle scène parce que c'est une sorte de scène fondatrice. C'est-à-dire qu'elle a à la fois une sorte comment je dirais, une empathie pour ce garçon, mais une admiration. Et au fond, ces 2 sentiments qu'elle a éprouvés en le voyant pour la première fois, c'est des sentiments qui vont demeurer toujours. Qui demeurait toujours. Alors, l'histoire n'est pas du tout un conte de fées, hein, l'histoire de... Voilà, pas du tout. C'était Nathalie Bauer elle-même, donc était une personnalité très forte, certainement un peu en rupture avec son milieu de l'époque, oui. puisqu'elle est libre, vous le racontez bien, et elle se marie de manière assez surprenante très rapidement à 17 ans avec un homme de 20 ans plus âgé qu'elle, un professeur d'université. Oui, un chimiste, un savant, un homme très, enfin, je pense. Oui, bien comme il faut, apparemment. Oui, ce qu'on ne sait pas, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce que c'est elle qui a choisi de l'épouser. Est-ce que c'est sa famille, comme elle dit, qu'elle était assez rebelle, qu'elle a toujours vraiment posé avant tout sa liberté? Est-ce que finalement la famille s'est dit que ce monsieur qui avait 40 ans et surtout qui était en plus père de 3 petites filles, il était veuf, il avait perdu sa femme l'année précédente, une femme qui l'aimait beaucoup, et donc est-ce que les parents se sont dit on va, voilà, là au moins elle va être, je dirais à la fois protégée d'une certaine manière, mais aussi on va un peu la neutraliser, si on peut dire. Alors on ne sait pas énormément de choses de ce mariage parce qu'elle est restée discrète, mais ce que l'on sait, c'est que à peine une dizaine d'années plus tard, un peu moins, il y aura une séparation à l'amiable, une séparation de corps, et
ils vont divorcer plus tard. Les lois sur le divorce en Autriche à l'époque, en Autriche-Hongrie, sont extrêmement complexes. Elles sont liées aux religions. Selon sa religion, on peut ou non divorcer. Et donc, il s'était marié à l'église. Et le divorce n'est pas, évidemment, n'est pas admis dans la religion catholique. Donc, il est possible qu'ils n'ont pu divorcer que plus tard, quand ces lois ont évolué. Mais apparemment, de toute façon, le mariage ne l'intéressait pas plus que ça, en tous les Non, cas. elle va devenir même très hostile au mariage. Elle pensait que finalement, avant de se marier, il fallait, enfin, le mariage devait être à l'essai pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on devait d'abord vivre 2 ans avec quelqu'un pour avoir un peu une idée de ce que ça allait être avant de s'engager dans le mariage. Et voilà, donc elle ne se remariera pas. Est-ce qu'elle aurait souhaité, malgré tout, que sa malheur l'épouse? C'est possible, hein. Peut-être qu'elle avait aussi, mais quelquefois on peut avoir des contradictions de ce côté-là. Mais elle est très féministe. Et elle met en avant des femmes qu'elle admire. Elle pense que les femmes doivent être exactement l'égale des hommes, à la fois sur le plan politique, sur le plan évidemment aussi de l'école, enfin de l'apprentissage, de l'instruction. Oui, parce Elle qu'elle soutient beaucoup, oui, parce qu'on ne l'a pas. Son frère est allé à l'école et a suivi l'école, et elle et ses sœurs ont eu des précepteurs à la maison. Alors, le paradoxe, c'est qu'on à 8 ans, elle et sa sœur ont fait le conservatoire, donc on les envoyait au conservatoire, mais c'était presque un prétexte pour ne pas les envoyer en plus à l'école. Donc, elle a toujours souffert de ce côté un peu autodidacte, si vous voulez, qui est le sien. Et voilà, elle s'intéresse beaucoup aux femmes, à la façon, elle critique la manière dont les femmes s'habillent, enfin, le corset, ces jupes longues avec lesquelles on ne peut pas bouger, les bottines, le sac à main. Elle dit, mais les hommes n'ont pas de sac à main, pourquoi est-ce que nous, on est obligés de se trimballer avec un sac? Il suffirait d'avoir une petite poche sous notre jupe, enfin, etc. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais c'est assez intéressant parce que c'est une femme également sportive, qui aime, et c'est une des choses avec la musique qu'ils vont beaucoup partager avec Gustav Mahler. Ils adorent tous les deux la marche, la montagne et la bicyclette, la natation. Donc tout cela, elle excelle dans tous ces domaines, et se partage, enfin, comment je dirais, oui, ils partagent des moments vraiment de plaisir, de bonheur, l'été, sur les lacs autrichiens, d'abord à Terzay, ensuite au, au bord du Wörthersee, comme souvent, hein, certaines catégories sociales de Viennois aimaient passer l'été au bord de ces lacs. Et ils font beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui du sport, mais qu'on n'appelle pas du sport. L'hiver aussi, etc. Le souci du corps, en fait, et du bien-être. Oui, vous avez raison, c'est assez quand même exceptionnel, hein, pour une jeune femme à l'époque. Et elle va écrire un livre sur toutes sortes de domaines qui s'appelle Fragment, qui n'est pas traduit, fragment. Et elle aborde entre autres choses, en effet, l'hygiène, le fait de prendre des douches froides, de se soigner, vous savez, un petit peu comme on le fait aujourd'hui, avec des remèdes naturels, presque un côté un peu naturopathe. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, où le corps est vraiment, elle insiste là-dessus, en disant à quel point c'est essentiel, et même dans la façon de jouer. Elle dit que pour jouer de la musique, par exemple le violon, il ne faut pas être serré, il ne faut pas être habillé trop, vous voyez, avec des choses qui enveloppent trop. Donc voilà, elle a tout cela joue vraiment un rôle important pour elle.
Donc, c'est en fait pas moderne. C'est ça aussi que je voudrais dire, c'est qu'on est, disons, aux alentours de 1890, 1900, puis après la guerre de 14. Et donc, on a une image, vous voyez, de Vienne, soit, alors on oscille, je dirais, entre Sissi et Stefan Zweig. Vous voyez, bon, eh ben, ce qui m'a aussi passionné, c'est que avec Nathalie Bauer-Lechner, on entre dans un autre milieu qui est celui d'une avant-garde qui s'intéresse à la psychanalyse, enfin, les balbutiements de la psychanalyse. Elle est contemporaine de Freud, hein, donc elle lit tout ça, et qui aussi a un rapport, c'est vrai, au corps, à la féminité, mais aux relations entre hommes et femmes. Les cafés, par exemple, ces cafés, ces grands cafés viennois, dont il reste quelques exemples où les intellectuels se retrouvent pour lire, pour boire un café, pour lire la presse internationale, parce que dès cette époque, c'est le cas à Vienne. Il faut voir Vienne comme c'est vraiment une ville, je dirais, oui, d'avant-garde, où se crée aussi bien sur tous les domaines, dans tous les domaines. C'est ça qui m'a passionnée. Une sorte de désir de modernité, si vous voulez. C'est la Vienne d'avant 14, on peut dire, d'avant la guerre de 14-18, parce que ça va être un effondrement après. Hein. Oui, c'est ça. On voit bien, on ressent bien dans votre livre la description de cette jeunesse viennoise qui est insouciante, qui est très idéaliste, qui est uniquement, qui ne vit que pour l'art et la création. Et est-ce que, enfin, le crépuscule de l'Empire austro-hongrois démarra un peu plus tard. Ce sera pas. En fait, c'est ça ce qui est assez fascinant dans. Je vous vois plus là, Evelyne. Moi, je vous vois. J'ai touché à rien. Alors là, je suis désolée si j'ai disparu. Bon. Vous ne me voyez plus? Non, là, on ne vous voit plus. C'est ton micro qui ne marche plus, Gabriel. Tu as fermé ton micro. Moi, j'ai touché à rien, donc… moi, je vous vois, en tout cas. Là, je vous vois de nouveau. Bien. Pourquoi je ne vois pas Gabriel, effectivement? Voilà, c'est bon, là? Voilà, Gabriel. Oh là là, ça va. On vous entend, en tout cas, Gabriel. Ah ben là, on ne vous voit plus. Enfin, moi, je ne vous vois plus. Voilà, vous revoilà. Mais votre micro est fermé, hein. Enfin, d'après ce qu'on voit, votre micro est… Voilà. Bon. Ok, merci. Bon, allez, on retourne à Vienne. Donc, vous parliez du crépuscule de Vienne. Oui, du crépuscule de Vienne, bon, enfin, on va pas tellement parler, mais parce que vers la fin de votre livre, vous en parlez de l'arrivée comment est-ce qu'il s'appelait, pas Krauss, le maire de Vienne. Lueger. Charles Lueger. Voilà. Ah oui, si, c'est important quand même. C'est parce que à partir de, Karl Lueger était un antisémite notoire. Oui, il avait créé un parti qui s'appelait le Parti chrétien social, et il est élu à la mairie de Vienne en 1895, c'est-à-dire c'est tôt. Hein. Et l'empereur, en fait, François-Joseph a refusé d'homologuer, si vous voulez, son élection pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, il a été obligé d'accepter cette élection. Donc, et il a été réélu jusqu'en 1909, donc 3 fois élu maire de. Et il faut, c'est important parce qu'on est contemporain de l'affaire Dreyfus, évidemment. Et Lueger, c'est un lecteur de Drummond. Vous voyez, il n'y a pas de… C'est la même époque. Il faut se souvenir que Theodor Herzl était correspondant à Paris pendant la dégradation de Dreyfus. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée du sionisme. Donc,
tout ça fonctionne, si j'ose dire, ensemble. C'est la même Vienne et c'est la même époque. Et alors, vous dites, vous allez nous raconter, vous avez fait des recherches bibliographiques, enfin, aux archives, vraiment très impressionnantes donc sur le sujet, hein, sur votre sujet. Et vous écrivez dans votre livre, en citant Nathalie Bauer-Lechner, « La plupart de ceux que j'admire sont juifs », remarque Nathalie Bauer-Lechner dans ses Fragmente, vantant leur créativité, leur culture, leur force de travail, leur qualité morale. Certes, ils ne sont pas les seuls, mais elle rend hommage à la générosité des mécènes juifs qui ont tant fait pour les artistes. Les deux hommes qu'elle a le plus aimés sont juifs. La part des intellectuels, des artistes, des savants, des médecins juifs dans la Mitteleuropa est considérable. Bien que ne l'étant pas elle-même, écrit-elle, elle ne s'est jamais privée de répondre vertement aux attaques des antisémites, prétendant que les attaqués devant elle revenaient à mettre en cause sa propre famille et réduisant ainsi au silence les aboiements haineux. Ces aboiements, entre guillemets, pour reprendre son expression, font rage dans la Vienne des années 1890 et ils ne sont pas prêts de se taire. Voilà, donc, et après, effectivement, vous racontez l'arrivée de Karl Lueger, le fameux maire antisémite, et c'est le lien que je peux faire pour rappeler que vous allez nous raconter que Gustav Mahler a dû se convertir au catholicisme, au protestantisme, d'ailleurs, au protestantisme, je crois bien. Hein. Il s'est converti au catholicisme, donc il s'est converti au catholicisme pour pouvoir devenir le directeur de l'Opéra de Vienne. Oui, ça aussi, c'est assez complexe. Toute cette question de la conversion de Mahler et de son rapport au judaïsme. Il a été élevé dans ce judaïsme à Iglau. Il y avait une très grande synagogue qui avait été construite vers 1862-63, qui a été détruite en 1939 d'ailleurs par les troupes nazies dès l'entrée, le premier jour de l'entrée des troupes en Tchécoslovaquie, ce qui était alors la Tchécoslovaquie. La synagogue a été détruite. Il reste les fondations aujourd'hui. Et un mémorial. Et si vous voulez, il est donc élevé dans un judaïsme dont on ne sait pas exactement le degré, si vous voulez, de pratique, mais son père fait partie de la communauté et il est l'un des membres de la communauté d'Iglau. Ses parents, je suis allée dans la synagogue en Bohême où ses parents se sont mariés, dans le cimetière aussi à Ompolek où il est enterré, où une partie de la famille est enterrée, avec d'ailleurs chose étrange, les grands-parents de Mahler sont dans le même, c'est un petit cimetière, un peu comme, j'ai parlé du cimetière de Rosenwiller, c'est un peu comme ça en bordure de forêt. Et les grands-parents maternels de Kafka sont également enterrés dans ce cimetière. Que du beau monde. Que du beau monde. Bon, ils ne sont pas tout seuls non plus, mais bon, c'est très émouvant tout de même. Hein, je vous assure, quand vous êtes dans ce genre d'endroit. Ouais. Et donc, ce que je voulais insister là-dessus, c'est-à-dire on a quelquefois un peu, je dirais, amoindri, si vous voulez, cette appartenance. Mais de Mahler au judaïsme, elle est quand même réelle. Et il va donc se convertir en 1897, en effet, parce qu'il ambitionne de revenir à Vienne et de diriger l'Opéra de Vienne. Et c'est un peu, si vous voulez, la direction de l'Opéra de Vienne à l'époque, c'est une sorte de poste officiel, on pourrait dire, et c'est une nomination officielle. Et qu'en effet, c'est hors de question que ce soit un juif qui dirige l'opéra. Alors, je formule ça de manière un peu brutale, mais il est obligé de se convertir. Et sa sœur, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que sa sœur Justine, qui l'adorait, se convertit le même jour en disant « je ne peux pas le laisser faire ça tout seul ». Vous voyez, un peu comme si il allait, je ne sais pas, c'était dangereux. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu… il faut savoir que les conversions étaient assez nombreuses à Vienne
ça m'a frappée parce qu'on se convertit tantôt au protestantisme, tantôt au catholicisme. Les juifs, l'épineur, l'ami de malheur, il se convertit 2 fois et il revient 2 fois au judaïsme, et souvent pour des raisons d'arrangement, Voilà, voilà, un peu, de nécessité. oui, voilà, ou nécessité, enfin, on choisit les nécessités. Il fait un choix. Son choix, c'est de devenir directeur, enfin, c'est Mais mon point de vue, hein. c'est- oui, Personne ne lui met un couteau sous la gorge. Il fait le choix de devenir directeur de l'opéra, et pour devenir directeur d'opéra, il se convertit. Vous voyez? Mais oui, il n'a je pas de non, nécessité le vitale. Vous voyez? disons, il faut partir du postulat de base, c'est que lorsque, à cette époque-là, on était juif à Vienne, il y avait beaucoup de, enfin, d'institutions culturelles et par ailleurs nationales, en fait, aussi, qui étaient interdites aux juifs. Enfin, où il y avait, voilà, où il y avait des quotas, parce qu'il y avait. Oui, mais c'est une période tout de même assez libérale, Oui, oui, assez libérale jusqu'à l'arrivée justement de Lueger. Et encore, il va faire ça assez doucement. Non, ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est vraiment une histoire européenne. Il faut se rappeler que c'est aussi la période où de très nombreux juifs de Galicie, de Pologne, de Russie, etc., sont eux obligés véritablement d'émigrer, et Vienne est sur c'est leur première exact. étape, si vous voulez. Et Ouais, donc il y a eu une très très forte immigration de donc, l'Est, si on peut dire, de ce qu'on aurait appelé à une autre période d'Europe de l'Est, des confins, si vous voulez, de l'Empire austro-hongrois. Et ça a aussi contribué, évidemment, à, je dirais, à à créer faciliter. une espèce d'antisémitisme populaire. Vous voyez, bon, malheureusement, c'est bien quelque chose qu'on voit assez souvent. Absolument. Absolument, puisque l'histoire s'est plus ou moins répétée après en 39, en fait. Hein. Oui, exactement. Voilà, enfin, cette réaction comme ça Oui. de rejet. Et bon, ça c'est. Et effectivement, alors en tous les cas, pour en revenir un peu, j'aimerais qu'on reparle un peu de Gustave Mahler. Donc, on sait, il était ombrageux. Vous avez parlé de son judaïsme. Dans la musique de Mahler, il y a très. Enfin, alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je me souviens plus dans quelle symphonie c'est, où il y a des passages, mais qu'on entend, c'est tout à fait, on a l'impression d'entendre du klezmer, en fait. Il y a des. Oui, alors, notamment dans la première symphonie. La première, ouais. Et j'ai fait une série d'émissions sur France Musique qu'on Ouais. peut écouter en podcast. Et je m'étais enfin, amusée, mais c'est très troublant. Il y a effectivement un groupe klezmer qui a repris un thème de la première symphonie en le jouant. Vous voyez, à la façon klezmer, et là, ça éclate, c'est évident. Oui, C'est oui, aussi tout les à fêtes fait. de village, et puis toutes ces. Il y a un mélange, si vous voulez, dans cette Moravie, Bohème-Moravie, on est à la frontière des deux à l'époque. On a la culture tchèque, de langue tchèque, qui est plutôt populaire. Il y a la culture allemande, qui est là déjà, vous voyez, qui regroupe quand même des catégories sociales plus élevées, et la culture yiddish. Et les trois sont extrêmement imbriquées les unes avec les autres. Et on retrouve surtout dans les premières symphonies des accents. Alors c'est Leonard Bernstein qui Ça, a voilà ce que j'ai repris en le citant, bien sûr, l'analyse de Leonard Bernstein, qui est quand même l'un des plus grands connaisseurs, je dirais, de Gustav Mahler, et celui qui a contribué à le faire écouter après la guerre. Et Bernstein insiste énormément sur cet aspect-là. Il a tourné un essai sous forme qui s'appelle Le Petit Tambour, mm, et c'est The Little Drummer Boy, en fait c'est en anglais.
Et ça, c'est très, très intéressant parce que Bernstein, lui, explique qu'une partie de la cadence, des rythmes, etc., dans les premières symphonies sont vraiment empreints de Yiddishkeit, on dirait. Hein. Et il insiste là-dessus beaucoup. Bah, en tous les cas, enfin, personnellement, je trouve que ça s'entend. Je veux dire, Oui, quand oui, oui. vous écoutez Il le montre, si vous voulez, plus précisément au piano, etc. Bon, c'est très intéressant. Écoutez, c'est un CD, hein, ça existe en CD. Donc, The Little Drum, le petit Little Drummer Boy, en français, le petit petit tambour. tambour, voilà, Parce Drummer Boy. que bon, le titre vient d'un lead de Mahler dont Bernstein dit au fond c'est lui, c'est une sorte d'autoportrait, ce petit tambour. Tambour. Bernstein, il le dit par rapport à lui, il se voit en miroir là-dedans, c'est ça? Qui Bernstein? Oui, Léonard Bernstein. Je ne suis pas sûre. Non, c'est pas ça. D'accord. Non, Donc vous parlez non, c'est vraiment, il s'intéresse vraiment à Gustave Mahler. Il insiste beaucoup sur l'idée de conversion et sur lui, sa thèse, mais c'est la sienne, hein, c'est qu'il y a toujours eu chez Mahler, au fond, la honte d'être juif et la honte d'avoir honte et de s'être converti. C'est-à-dire bon, c'est son interprétation, hein, mais elle est pas inintéressante. Alors, la première symphonie Titan a été jouée évidemment du vivant de Mahler et elle a été très mal accueillie. Oui, parce que il a eu beaucoup de mal. Mahler a eu énormément de mal à se faire accepter et apprécier en tant que compositeur. C'est-à-dire que ce qu'on admirait et qu'on appréciait chez lui, c'était le chef d'orchestre. Mais le compositeur, c'était une musique qui paraissait presque inaudible à ses débuts. Et alors évidemment pour nous c'est difficile de comprendre ça parce que l'oreille s'habitue, comme le regard, c'est comme quand on lit que je ne sais pas, les contemporains de l'impressionnisme estimaient que c'était pas de la peinture. Voilà, mais c'est pareil pour la musique, on met beaucoup de temps à se familiariser finalement avec certains sons. Et donc, pour Mahler, ça a été une lutte vraiment à plusieurs niveaux, à la fois lutte pour se faire reconnaître en tant que compositeur, mais lutte aussi pour dégager du temps pour composer. Parce que c'est évidemment ses responsabilités, soit de chef, soit directeur d'opéra, comme à Budapest, soit donc il y a eu une progression comme ça dans sa carrière, et à plus forte raison de directeur de l'opéra de Vienne, mais il était aussi à un moment directeur des concerts de la Philharmonie, donc c'est des tâches considérables, et la grande angoisse évidemment de Mahler, c'était de trouver du temps pour composer. Et surtout que ça n'est pas finalement un compositeur si précoce. Vous voyez, les symphonies arrivent un petit peu tard. Donc, et c'est là que Nathalie joue un rôle très important pour toutes les 4 premières et le début de la 5e. C'est que comme ils partent en vacances ensemble, elle est présente, elle l'encourage. Il y a, par exemple, pour la 2e symphonie, il s'est arrêté assez longtemps avant de reprendre la composition de la 2e symphonie. Et elle dit que c'est grâce à leur conversation et à ses encouragements. Et donc, elle est là aussi pour l'écouter. Il lui joue au piano des extraits ou quelquefois la totalité. Elle le rejoint quand il est à Hambourg, elle le rejoint à plusieurs reprises aussi là-bas. Elle assiste à tous les premiers concerts, les répétitions, etc. Et une fois encore, comme elle est elle-même musicienne, elle a évidemment une autorité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a une capacité, évidemment, d'écoute et de jugement qui sont précieux pour lui, oui.
Gustav Mahler, et d'ailleurs, paradoxalement, qu'il ne retrouvera pas avec Alma, qui a dit elle-même qu'elle n'aimait pas beaucoup la musique de Mahler et qui, voilà, il n'aura pas voilà. Est-ce que sa rencontre avec cette Alma, je ne sais pas Schneider, comment elle s'appelait Schindler. Schindler, voilà. Alma Schindler, est-ce que c'est cette rencontre-là qui va sonner le glas à la fin de cette amitié si forte avec Nathalie Bauer? Absolument. C'est quand Gustav Mahler rencontre Alma Schindler, il se fiance quelques semaines après leur elle est toute jeune, hein, ils ont aussi. Elle est beaucoup plus jeune. Et puis, elle a été très vite enceinte aussi, hein, il faut le dire. Donc, ils vont se marier assez vite, très vite, mais dès les fiançailles, Nathalie Bauer-Lechner écrit dans ses souvenirs que eh bien, Gustav Mahler s'est fiancé et donc elle arrête. En fait, ils cesseront de se voir à ce moment-là. Lui va vivre encore 10 ans puisqu'il meurt jeune, à 51 ans en 1911. Elle vivra encore 20 ans. Donc ça aussi, pour moi, c'était intéressant de voir comment les années après, vous voyez, leur rupture vont se dérouler, parce que finalement, elle continue à écouter. Et on sent bien que, d'abord, ils avaient beaucoup d'amis communs, qu'Alma va... Alors, justement, tout ce groupe d'amis juifs, Adler, Lippiner et aussi Bruno Walter, qui s'était converti ou qui s'est converti après, mais tous ces gens-là étaient leurs amis communs, et Alma, qui était extrêmement antisémite, va le couper, je dirais à la fois parce qu'elle est possessive et antisémite, on va dire les deux, elle va le couper de ses amis. Et Freund aussi, le bien nommé, qui était un ami d'enfance de Gustav Mahler, qui va rester son homme de loi, son avoué. Alors voilà, donc ces amis sont communs, Nathalie reste liée à eux, et on sait bien que même dans une séparation, si vous continuez à avoir des amis communs, ben, vous continuez à entendre parler les uns des autres. Et puis bien sûr, Mahler, la notoriété de Gustav Mahler grandit, et elle continue à suivre bien sûr ce qu'il fait. Et puis elle continue ses tournées, parce qu'on n'a pas parlé du quatuor, mais qui est considéré comme un des meilleurs quatuors de l'époque. Et donc, elle circule, elle voyage avec ses amis dans toute l'Europe, absolument dans toute l'Europe, pour des concerts. Donc, elle a aussi sa vie professionnelle, si vous voulez, personnelle. Qui lui prendra, en fait, qui sera sa vie après sans malheur. Oui. Mais voilà. Mais écoutez, non, c'est très intéressant, ça donne envie de réécouter surtout les symphonies de Mahler, et puis de les écouter peut-être plus attentivement, parce que ça aussi c'est un des apports de votre livre, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière la création. Alors là, on n'a pas le temps parce qu'il est 3 heures, mais vous citez des pages du Tapuscrit de Nathalie Bauer, et où en fait elle interroge Mahler sur la création, et ça c'est vraiment passionnant. C'est comment est-ce qu'il crée, est-ce qu'il met d'abord, il pense d'abord aux mots ou à la musique ou les deux en même temps, et il y a les questions et les réponses. Donc on a le plaisir en fait disons de Gustav Mahler par son amie Nathalie Bauer. Du grand biographe de Mahler. Et je n'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit avant, mais ça fait rien, continuez. Et là, vous m'entendez pas? Oui. D'accord. Vous nous racontez juste ça, et après on arrête parce qu'il est... Pardon? C'est coupé par moment ce que tu dis. D'accord, ok, je suis désolée. Voilà.
Je te dis juste. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Non, sur le tapuscrit que vous avez retrouvé donc, dans les archives musicales de Gustave Mahler, chez le grand biographe Henri-Louis de Lagrange. Oui, c'est-à-dire que Henri-Louis de Lagrange c'est lui qui a retrouvé les cahiers et qui a acquis 9 des 30 cahiers qu'avait tenus Nathalie Bauer-Lechner, les autres ayant disparu. Et donc tout cela se trouve à la médiathèque musicale Mahler, qui est fermée là, mais qui va rouvrir à la rentrée parce qu'il y a eu des travaux importants, et qui se trouve dans le 8e arrondissement à Paris, près du Parc Monceau. Et du reste, si certains d'entre vous ont l'occasion ultérieurement de venir à Paris, je pense qu'on fera un concert parce qu'on n'a pas parlé de la musique, mais donc on fait aussi des rencontres. On espère qu'on va pouvoir en faire d'autres, mais on a fait une rencontre et un concert au MAGE, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et d'histoire du judaïsme, je réfléchis toujours dans quel sens, avec les musiciennes avec lesquelles j'ai également travaillé. Donc tout ça, vous pourrez le suivre aussi. Et c'est évidemment, je suis allée à la source, c'est-à-dire sur le texte même, parce qu'on a une traduction, mais c'est très, très lacunaire. Et c'était intéressant d'aller voir il faut toujours aller voir les textes eux-mêmes, ça c'est vraiment une règle de la biographie. Et quand on va à la source, évidemment, on trouve des choses magnifiques. Et en particulier aussi pour la deuxième partie, enfin la dernière partie de la vie de Nathalie, j'ai utilisé de la correspondance privée qu'elle a échangée avec Anna Bar-Miltenburg, qui était une immense cantatrice de l'époque, qui avait chanté Wagner, Mahler, etc. Donc voilà, c'est évidemment intéressant, je pense, d'aller aussi de lire en fait ces dialogues, alors non pas dans le texte, mais en tout cas au moins dans mon livre. Oui, parce qu'il lui fait des confidences finalement sur l'art, et les spécialistes de Mahler ont toujours utilisé ces confidences sans toujours signaler que ce qu'ils utilisaient, ça venait directement de Nathalie Bauer-Lechner. Oui. Non, mais écoutez, c'est très intéressant. Là, je crois qu'on va devoir s'arrêter parce qu'il est 3 heures passées. Et en tous les cas, donc, il y aura, on espère, en tous les cas, une suite un peu musicale. Oui, bien sûr. À bien ce sûr. livre, Oui. en tout cas, qui ravira aussi tous les amoureux de Mahler et de la musique symphonique, voilà, de cette époque-là. Vous pouvez, du reste, on peut regarder sur YouTube, sur mon site. J'ai un site qui est facile à trouver. Oui. Et il y a également la saisie de la rencontre et du concert qu'on a donné hommage. Donc, c'est possible aussi d'écouter ça. Et c'est très joli parce que c'est ce qu'elles ont fait, les musiciennes, c'est de transposer la musique symphonique en musique de chambre de Mahler. Et ça s'appelle Mahler intime, et ça donne tout à fait une autre. Tout à fait, oui. Oui, une autre. Oui, ok, oui. Bon, bah écoutez, alors ça, c'est effectivement, il faut aller voir donc sur votre site, et il y a le lien. Sur mon site, il y a aussi, dans la galerie, il y a des images, aussi des photographies de Jihlava, d'Iglau, du fameux cimetière où se trouvent les grands-parents. Les grands-parents, voilà. Il y a toutes ces. Gustave Mahler, lui, il est enterré à Vienne. Oui, lui, il est enterré à Vienne. Il a voulu être enterré au cimetière Grinzing, où était enterrée sa petite fille, puisque vous savez sans doute qu'il avait perdu lui-même une petite fille. Donc, il a voulu être enterré au même endroit. D'accord. Donc, ses parents sont, toute sa famille, et ses frères et sœurs, etc., sont enterrés à Jihlava, en Moravie, en République tchèque.
dans le cimetière juif de Gilava. Gilava. D'accord. Mais écoutez, vraiment, merci beaucoup, Evelyne Bloch-Dano. Merci. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir transportés complètement là, dans l'Europe de la fin du 19e siècle. Et donc, je rappelle l'âme sœur voilà, d'Evelyne Bloch-Dano chez Stock. Et un livre très agréable à lire, très intéressant, et puis qui donne envie de se connecter, surtout en plus sur tous les morceaux qui sont racontés dedans, parce que là on n'a parlé que de Mahler, mais il y avait Brahms aussi. Oui, il y a Brahms, c'est très présent. Oui. Voilà, la musique est très très présente à vraiment à toutes les pages, donc c'est un vrai plaisir. Voilà. En tout cas, merci à vous, et puis merci aux personnes qui étaient là, parce que j'avoue qu'on est tellement comment je dirais, en mal d'interlocuteurs qu'on est heureux de voir des visages voilà. Quand on parle, parce que finalement de se retrouver toujours face à des écrans et comme ça, c'est un peu asséchant, quoi. Donc ça fait du bien de vous voir. J'aurais préféré vous voir en vrai, mais c'est bien quand même. Merci. Ouais, on espère bientôt. Voilà. Oui, on espère bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.